L'autoneurologie est une discipline qui est centrée sur l'étude du fonctionnement du système auditif et du système vestibulaire, deux grands systèmes situés dans l'oreille interne. Neuro pour neurologie, auto pour otologie. Il s'agit d'un organe de très petite taille, 20 mm de long et 13 mm de large, qui est constitué d'une part de la cochlée, d'autre part du labyrinthe. Il contient différents types de récepteurs, de l'audition et du vestibule, ces derniers jouant un rôle dans la stabilisation de l'équilibre postural et la stabilisation du regard. 5 sens ont été reconnus dès la Grèce antique, comme la vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe. Le système vestibulaire n'a été reconnu comme un 6e sens que beaucoup plus tard par deux personnes, Pierre Flourens en 1800 et Prosper Ménière en 1861. Les capteurs sont situés dans le labyrinthe, récepteurs des canaux semi-circulaires et récepteurs otolytiques. Il faut savoir que l'étude de la fonctionnalité des 5 récepteurs, soit 10 de chaque côté, ne sont explorés en détail que depuis les années 2000. Sur cette planche anatomique, on peut voir ici dessiné d'une part la cochlée ou le système auditif, d'autre part le système labyrinthique avec les 3 canaux semi-circulaires, 2 verticaux, antérieurs et postérieurs, et un horizontal, qui vont communiquer à travers l'oreille moyenne par un petit osselet qu'on appelle l'étrier. Le labyrinthe n'a été découvert que très tard. En effet, il commence à faire son apparition en 1800 avec Pierre-Jean-Marie Flourens au XIXe siècle, qui mentionne que le labyrinthe est l'organe périphérique dans lequel résideraient des forces modératrices des mouvements, mais il n'a fait son entrée en clinique qu'en 1861 avec le fameux rapport de Prosper Ménière qui a décrit le premier syndrome vertigineux en rapport avec une maladie de l'oreille interne, la maladie de Ménière. Finalement, c'est Robert Barani qui, grâce à son travail en physiologie et pathologie sur l'appareil vestibulaire de l'oreille, a permis en 1914 la description complète du système vestibulaire et il a d'ailleurs été lauréat du prix Nobel de physiologie et de médecine. L'anatomie fonctionnelle des capteurs vestibulaires est composée de cette façon. D'une part, on a les canaux semi-circulaires au nombre de 3, antérieurs, horizontales et postérieurs. Et 2 organes otolytiques qui sont situés dans la cavité labyrinthique avec l'utricule et le sacule. Ces récepteurs vont véhiculer les informations sensorielles via le nerf vestibulaire qui comporte 2 parties, le nerf vestibulaire supérieur et le nerf vestibulaire inférieur. Ici. Le nerf vestibulaire supérieur est composé du nerf canalaire antérieur, du nerf canalaire horizontal et du nerf utriculaire. Le nerf vestibulaire inférieur est composé du nerf canalaire postérieur et du nerf saculaire. Rapidement, les cellules sensorielles vestibulaires sont des cellules ciliées avec des cils et un kinocyle qui est un cil plus long. Soit, du fait du mouvement de la tête, le liquide endolymphatique se déplace de telle sorte que les cils se penchent vers le kinocyle, il en résulte une activation. Soit il se produit l'effet inverse, déplacement en sens opposé du kinocyle, et on parle alors de dysfacilitation.
Les cellules sensorielles vestibulaires autolytiques sont des cellules ciliées aussi, mais qui ont la particularité d'être recouvertes d'un gel de mucopolysaccharides avec des cristaux de carbonate de calcium ou autoconies. Les récepteurs canalaires vont détecter l'accélération angulaire de la tête dans l'espace, tandis que les récepteurs autolytiques vont, eux, coder l'accélération linéaire et l'inclinaison de la tête par rapport à la gravité. Ces informations sensorielles vont être transmises par les neurones vestibulaires primaires jusqu'au niveau des noyaux vestibulaires. On distingue plusieurs noyaux vestibulaires, le noyau vestibulaire médian, le noyau vestibulaire supérieur, le noyau vestibulaire latéral et le noyau vestibulaire inférieur. Au sein de ce noyau se trouvent les neurones vestibulaires secondaires qui reçoivent les entrées issues du nerf vestibulaire et de toutes ses branches. Ces noyaux vestibulaires sont très importants, ce sont de véritables centres d'intégration sensorimotrice qui reçoivent des entrées sensorielles vestibulaires, mais aussi somesthésiques, proprioceptives et visuelles, et qui vont transformer ces informations en commandes motrices. Les voies vestibulo-oculaires participent à la stabilisation du regard lors des mouvements de la tête. Il s'agit de voies postisynaptiques. On distingue les neurones vestibulaires primaires qui vont se projeter au niveau des noyaux vestibulaires et donc des neurones vestibulaires secondaires, dont les axones vont aller se projeter au niveau des muscles extra-oculomoteurs, le 3, le 4 et le 6. Les voies vestibulospinales sont aussi postisynaptiques. Elles passent par les neurones vestibulaires primaires, font relais au niveau des noyaux vestibulaires et se projettent par des axones longs au niveau des motoneurones spinaux. Donc les mouvements de l'œil sont observés en clinique à l'aide de masques dotés de caméras infrarouges qui vont permettre de mesurer en 3 dimensions les mouvements de la pupille. Et on étudie le réflexe vestibulo-oculaire grâce à la vidéonystagmoscopie, le Video Head Impulse Test et la vidéonystagmographie. La fonction canalaire horizontale peut déjà s'apprécier en étudiant les mouvements oculaires dans l'obscurité, en plaçant sur les yeux du sujet un masque avec une caméra infrarouge. On peut ainsi voir les nystagmus spontanés, comme vous le voyez ici, qui peuvent s'enregistrer avec la phase rapide suivie d'une phase lente de retour. Des épreuves caloriques peuvent aussi être pratiquées. On irrigue l'oreille avec de l'eau, soit chaude, 44 degrés Celsius, qui a pour but d'activer le labyrinthe et le canal semi-circulaire horizontal, ou l'eau froide, 30 degrés, qui inhibe. On a ainsi l'expression ici en vitesse du nystagmus oculaire pour ces 4 irrigations. Eau chaude, eau froide, oreille droite, eau chaude, eau froide, oreille gauche. Ce test permet de mesurer le degré d'hypovalence vestibulaire. Après l'irrigation, vous voyez ici le mouvement oculaire avec un pic qui est la vitesse maximale et qui va s'atténuer avec le temps lors de l'irrigation à l'eau chaude ou lors de l'irrigation à l'eau froide. Ici sur ce graphe, vous voyez que l'oreille droite répond très bien à l'eau froide et à l'eau chaude alors que l'oreille gauche est aréflexique. Le Video Head Impulse Test, ou VHIT, permet de mesurer le gain du réflexe vestibulo-oculaire. Le sujet est soumis à des impulsions de la tête vers la droite ou vers la gauche dans le plan horizontal, tandis qu'il fixe une cible juste devant lui,
où des impulsions sont effectuées vers le haut ou vers le bas. Ces impulsions sont de petite amplitude mais de forte accélération, 8000 degrés par seconde. Vous voyez ici représenté un réflexe vestibulo-oculaire parfaitement normal, avec en noir le tracé de la vitesse de la tête, qui peut atteindre 250 degrés par seconde lors des impulsions, et la vitesse de l'œil, qui atteint également, lorsque le réflexe est normal, les mêmes vitesses, et qui est orienté, l'œil est orienté en sens opposé. En cas de déficit unilatéral, on observe des dissociations entre la vitesse de la tête et la vitesse de l'œil. La vitesse de la tête atteint ici un pic à 200 degrés par seconde et la vitesse de l'œil de 50 degrés par seconde. Afin de maintenir son œil sur la cible située en face de lui, le sujet effectue des saccades de refixation appelées soit covert saccade, soit overt saccade. Le Video Head Impulse Test permet ainsi d'apprécier le gain du réflexe vestibulo-oculaire horizontal. Cette diapositive représente deux vidéos de Video Head Impulse Test. D'une part, celle d'un réflexe vestibulo-oculaire normal. Lorsque la tête bouge vers la gauche, l'œil est animé d'un mouvement vers la droite, sans covert saccade. Et ici, un patient malade. Et on voit que lorsque la tête est tournée vers la droite, des saccades de refixation très nettement détectables. Enfin, pour schématiser, lors d'une aréflexie vestibulaire bilatérale, vous voyez la vitesse de la tête pour vers la gauche et vers la droite, avec une absence totale de déplacement de l'œil dans l'orbite, en tout cas par la gauche, et pour la droite, l'œil se déplace un peu plus vite et on peut voir les saccades de refixation. La fonction autolytique est mesurée à l'aide des potentiels évoqués autolytiques. Il en existe deux types. Les potentiels évoqués autolytiques cervicaux et les potentiels évoqués autolytiques oculaires. Les premiers permettent d'explorer les voies sacculospinales. Les électrodes de recueil sont placées au niveau du muscle sternocleidomastoïdien et on déclenche des ondes P13N23 de grande amplitude. Les seconds sont recueillis à l'aide d'électrodes placées sous les yeux. Ils sont de petite amplitude, ondes N1P1, et ils permettent de mesurer la fonctionnalité des voies utriculo-oculaires. La qualité de l'équilibre et les performances posturales des patients sont testées par des systèmes de mesure qui calculent les déplacements du centre de gravité des pieds et du corps. On utilise pour cela des plateformes dotées de capteurs dédiés, des accéléromètres, par exemple. L'équilibre postural dépend de trois types d'entrées sensorielles. Les entrées vestibulaires, via les neurones vestibulaires primaires. Les entrées proprioceptives, via les afférences proprioceptives. Enfin, les entrées visuelles. Ces différentes entrées vont converger au niveau des neurones vestibulaires secondaires, ce qui va permettre une stabilisation motrice. Ils peuvent être explorés par des tests comme l'EquiTest et le test de tapis-mousse réalité virtuelle que l'on va voir dans quelques instants. L'EquiTest permet de mesurer l'équilibre du patient, yeux ouverts et yeux fermés, dans des conditions visuelles et proprioceptives différentes. La plateforme sur laquelle repose le sujet permet de mesurer les oscillations du centre de pression des pieds et du centre de gravité du corps. Voilà les 6 conditions de l'EquiTest. Les conditions 1, yeux ouverts, 2, yeux fermés, 3, yeux ouverts, vision asservie, 4, yeux ouverts, proprioception asservie,
Mais surtout, les plus importantes sont les conditions 5 et 6 qui permettent de tester la participation du système vestibulaire aux fonctions d'équilibration. On a ainsi des scores de l'équilibre. Ce qui est intéressant pour le système vestibulaire, c'est l'utilisation performante ou non performante des entrées vestibulaires pour se maintenir dans les conditions 5 et 6 vues précédemment. Et ici, vous avez l'exemple de 3 essais où le sujet chute, fall. L'équilibre peut aussi mesurer à l'aide d'un tapis mousse, à l'aide d'un accéléromètre et à l'aide d'un masque de réalité virtuelle. Le sujet en pratique doit se tenir debout sur le tapis mousse, les yeux ouverts, les yeux fermés, avec le masque regardant une image fixe, VR0, ou avec le masque avec un déplacement de la scène visuelle, comme ceci. Les oscillations posturales sont étudiées à l'aide d'un programme dédié grâce à cet accéléromètre. La durée d'enregistrement est de 25 secondes. Le résultat en conditions VR1 permet de déterminer la dépendance visuelle éventuelle d'un sujet dans les 3 plans de l'espace, X, Y et Z. Voici un sujet dont les performances sont parfaites. A l'inverse, ce sujet est animé de grandes oscillations posturales lorsqu'il voit la scène visuelle en mouvement. Et comme vous pouvez le voir, il chute avant la 8e seconde et on voit ceci en X, Y et Z. Parfois, il n'y a pas de chute, mais simplement de grandes oscillations, en particulier en Y, et c'est ce que vous voyez ici représenté. Cependant, le sujet tient bien 25 secondes. Le test de la force musculaire est très important. On demande au sujet assis sur une chaise de se lever rapidement et de s'asseoir doucement. L'énergie développée est étudiée à l'aide d'un accéléromètre et d'un programme dédié. Et on peut ainsi observer une énergie haute lors du lever et une descente nécessitant peu d'énergie qui peut être entre 4 et 8 secondes. Ceci pour un sujet normal. Si le sujet a une force musculaire diminuée, on voit l'énergie au lever très basse, moins de 500, et par contre, il tombe sur la chaise et n'arrive pas à retenir sa descente. Le test de Fukuda est classiquement effectué dans les tests vestibulaires. On demande au sujet debout, les yeux ouverts dans un masque, voyant donc dans l'obscurité, de pointer les index et de faire 50 pas sur place. En cas d'asymétrie vestibulaire, le patient se déplace progressivement d'un côté ou de l'autre de plus de 60 degrés. Et vous voyez ici la déviation qui peut aller jusqu'à 90 degrés, voire 120 degrés. Le test du demi-tour nous permet d'appréhender la façon dont le patient marche et la façon dont il tourne les yeux ouverts. De même, il doit se déplacer de 4 mètres et tourner pour retourner à un même point fixe. Il est toujours le même accéléromètre et vous voyez ici la vitesse à l'aller, le demi-tour et la vitesse de retour. En conclusion, l'autoneurologie permet de dépister une dysfonction de différents capteurs vestibulaires
du nerf vestibulaire et aussi de quantifier les troubles de l'équilibre. Elle permet ainsi d'en traiter la cause. Elle est par exemple essentielle au bilan et au suivi des schwannomes vestibulaires. Elle participe aussi au développement de la rééducation vestibulaire, à la prévention des chutes dont on connaît le retentissement fonctionnel sociétal, économique et donc aussi sur la longévité de la population.